20 ans, c'est la durée de vie exceptionnelle qu'un simple baril en acier peut atteindre tout en conservant une intégrité structurelle parfaite. Pourquoi un objet qui semble si commun est-il capable de résister à des produits chimiques corrosifs, à des pressions internes extrêmes et à des chocs répétés sans jamais rompre son étanchéité? On pourrait penser qu'un cylindre métallique ne nécessite qu'un façonnage rudimentaire pour remplir sa fonction de stockage industriel. Mais en réalité, le maintien d'un joint totalement hermétique sur 2 décennies exige une précision d'ingénierie qui dépasse largement l'apparence utilitaire de l'objet. 200 litres environ, soit 55 gallons, constituent la capacité standard de ces contenants dont la fabrication repose sur une chaîne de production rigoureusement synchronisée. Le processus s'enclenche par la préparation minutieuse des matériaux de base, suivi immédiatement par le formage du corps cylindrique à partir de feuilles d'acier robustes. Mais ce n'est que le début. La suite devient plus complexe avec l'intervention de systèmes de soudage de haute précision qui assurent la fusion des parois. On voit comment les machines automatisées appliquent des forces considérables pour rouler les nervures de renforcement sur la circonférence du tambour. Ces anneaux structurels ne sont pas de simples éléments esthétiques, car ils confèrent au baril la rigidité nécessaire pour supporter des empilements massifs sans se déformer. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. L'équipement sépare progressivement les étapes de finition, passant du nettoyage en profondeur à l'application de revêtements protecteurs spécifiques. L'ingénierie sophistiquée se cache derrière chaque détail de cette structure d'apparence facile à concevoir. Avant que l'expédition ne soit autorisée, chaque unité est soumise à des protocoles d'inspection de sécurité drastiques pour garantir qu'aucun défaut microscopique ne subsiste. On peut remarquer comment les systèmes de détection vérifient la moindre fuite sous pression, validant ainsi la viabilité technique du produit fini. Chaque segment de cette ligne de montage révèle des mécanismes complexes qui transforment une tôle plate en un outil logistique indispensable. Tout se complique encore lors de l'assemblage des fonds et des couvercles, où le métal se dépose et se scelle par sertissage mécanique. L'acier atteint alors un état de résistance optimale, prêt pour les conditions d'utilisation les plus sévères. Le flux de production quitte la zone de contrôle finale pour rejoindre les aires de stockage. Le chemin du baril industriel continue ainsi vers sa phase d'utilisation opérationnelle. 100 millions de fûts en acier sortent des lignes de production chaque année à travers le globe pour répondre aux besoins logistiques mondiaux. Pourquoi un tel volume de fabrication est-il nécessaire pour de simples contenants cylindriques? On pourrait supposer que cette production massive répond uniquement à une consommation linéaire et rapide. Mais sans cette cadence industrielle, les secteurs de la chimie, du pétrole, de l'agroalimentaire et de la pharmacie subiraient une rupture immédiate de leur chaîne d'approvisionnement critique. 3 nouveaux fûts sont assemblés chaque seconde, un rythme mécanique soutenu qui alimente les flux constants du commerce international. Ce processus ne fait que prendre de la vitesse pour satisfaire une demande mondiale en transport sécurisé qui ne cesse de croître. On voit comment les parcs de stockage se remplissent de ces unités standardisées, prêtes à être expédiées vers des destinations lointaines. 12 milliards de dollars, c'est le revenu annuel généré par l'industrie du fût en acier selon les estimations actuelles du marché. Cette valeur économique reflète l'importance stratégique de l'objet dans la logistique industrielle moderne. À première vue, le fût semble être un produit jetable après usage, mais en réalité, sa conception technique lui permet de défier l'obsolescence. L'équipement de manutention déplace ces structures métalliques qui figurent parmi les objets en acier les plus réutilisés dans l'industrie contemporaine. Contrairement aux emballages plastiques ou composites, le métal permet un cycle de récupération et de remise en état quasi permanent. On peut remarquer comment la robustesse de la paroi en acier préserve l'intégrité du contenant malgré des manipulations répétées par des chariots élévateurs et des grues de chargement. C'est ce cycle de réutilisation presque illimité qui transforme le fût d'un simple réceptacle en un maillon technique et économique indispensable. La suite devient plus complexe avec les étapes de reconditionnement qui maintiennent ces unités en circulation. Le métal se déplace ainsi continuellement au sein de la chaîne de valeur globale, passant d'un cycle d'utilisation à un autre avec une régularité mécanique. Le flux de production achève cette phase initiale, ouvrant la voie au transport à grande échelle. 220 à 400 tonnes de roches sont transportées en une seule charge par des camions géants au sein de vastes exploitations minières à ciel ouvert. Pourquoi l'extraction commence-t-elle par le retrait de couches superficielles massives?
On pourrait supposer que le minerai se trouve directement à la surface, mais en réalité, les excavatrices hydrauliques doivent d'abord décaper les morts terrains pour dégager l'accès au gisement. Une fois la roche mise à nu, des foreuses rotatives entament le sol pour creuser des puits profonds qui descendent verticalement dans le corps minéralisé. Mais ce n'est que le début. Les ingénieurs introduisent des charges explosives dans chaque trou de forage, selon un schéma de détonation millimétré. L'équipement déclenche alors des explosions contrôlées qui fragmentent les formations rocheuses les plus dures sans détruire la structure interne du minerai de fer. On voit comment la poussière retombe lentement après le fracas, révélant des blocs de pierre exploitables. Tout se complique encore lorsque les excavatrices sur chenilles interviennent pour charger la matière dans les bennes des camions de transport. L'équipement sépare progressivement les blocs avant que ces véhicules massifs ne quittent la mine pour rejoindre les installations de traitement. La suite devient plus complexe à la station de concassage primaire. Les morceaux de minerai brut passent d'abord dans des concasseurs à mâchoire, puis s'engagent dans des concasseurs à cône pour obtenir des dimensions standardisées. On peut remarquer comment les cylindres métalliques réduisent la roche en fragments homogènes. Le processus ne fait que prendre de la vitesse, mais l'acier ne provient pas exclusivement du minerai de fer extrait des profondeurs de la Terre. À première vue, la production semble dépendre uniquement de l'extraction minière, mais en réalité, l'acier recyclé constitue une source de matière première dont l'importance ne cesse de croître dans l'industrie moderne. Des automobiles hors d'usage, des appareils électroménagers mis au rebut et des structures métalliques issues de chantiers de déconstruction forment un flux de matériaux parallèle au minerai vierge. Passage au niveau suivant. Les usines sidérurgiques contemporaines intègrent ces débris d'acier et ces machines industrielles en fin de vie directement dans leur cycle de production. Avant d'être introduite dans le four de raffinage, la ferraille subit une préparation physique intense où elle est coupée, déchiquetée et broyée. On voit comment les cisailles et les broyeurs transforment les structures volumineuses en petits segments manipulables. Cela ne s'arrête pas à cette étape de réduction. Le broyage préalable de l'acier recyclé est essentiel pour garantir une fusion plus rapide sous l'effet de la chaleur. Cette étape permet également aux techniciens de maintenir un contrôle rigoureux sur le ratio de mélange entre le métal de récupération et l'acier nouvellement produit. C'est précisément cette combinaison de ressources qui offre à l'industrie la capacité de soutenir des volumes de production colossaux. Le processus permet de réduire l'impact environnemental en limitant la dépendance directe envers l'extraction des ressources naturelles. L'acier quitte cette phase de préparation pour se diriger vers les étapes de fusion thermique. 150 tonnes de ferraille compressées en ballots denses sont chargées dans un four à arc électrique, là où s'amorce véritablement le cycle de transformation de la matière. Pourquoi l'utilisation de l'électricité est-elle privilégiée pour cette phase de refonte? On pourrait supposer que la chaleur résiduelle suffirait à liquéfier les métaux, mais en réalité, seule l'énergie concentrée d'arc électrique d'une puissance extrême permet d'atteindre les niveaux de performance requis. Ces arcs frappent avec la masse solide avec une intensité phénoménale à l'intérieur d'une chambre hermétiquement scellée, faisant grimper la température au-delà de 2700 degrés Fahrenheit. La suite devient plus complexe. En l'espace de quelques dizaines de minutes seulement, la charge entière de ferraille s'effondre sous l'effet de la chaleur, se transformant en un bassin incandescent de métal liquide. On peut remarquer comment les impuretés les plus légères, issues des résidus de la ferraille, remontent progressivement à la surface pour former une couche de laitier. L'équipement sépare ensuite ces scories par un processus d'écrémage précis, laissant un acier purifié. Mais ce n'est que le début. Les ingénieurs procèdent alors à un ajustement fin de la structure moléculaire du mélange en introduisant du carbone et divers éléments d'alliage comme le manganèse, le nickel ou le chrome. L'ajout de ces composants chimiques permet d'atteindre des propriétés mécaniques extrêmement spécifiques selon l'usage final du matériau. Tout se complique encore lorsque les systèmes de capteurs interviennent pour surveiller en temps réel la température et la composition exacte de la coulée. Le métal se dépose en une masse homogène dont la consistance dépasse souvent celle de l'acier issu directement du minerai de fer brut. À première vue, le recyclage semble produire un métal secondaire, mais en réalité, la précision du contrôle électronique garantit une uniformité structurelle supérieure. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Une fois affiné,
L'acier en fusion quitte le four pour être déversé dans un système de coulée continu hautement automatisé. Le flux traverse alors des moules refroidis par une circulation d'eau constante, où la matière commence sa solidification sous la forme de billettes d'acier carrées ou plates d'un rouge brillant. On voit comment les convoyeurs entraînent ces blocs massifs vers des dispositifs de coupe qui sectionnent les billettes à des longueurs standardisées. Le métal conserve une chaleur résiduelle intense alors qu'il est transféré directement vers la ligne de laminage à chaud. 2300 degrés Fahrenheit, c'est la température précise à laquelle les billettes sont maintenues ou réchauffées pour garantir leur malléabilité. Cette chaleur extrême ramollit le métal, facilitant son passage à travers une succession de laminoirs massifs. Chaque passage entre les cylindres de compression réduit l'épaisseur de la pièce tout en augmentant sa longueur de manière significative. L'équipement sépare et affine progressivement la géométrie de l'acier, le rapprochant à chaque étape de sa configuration industrielle finale. La suite devient plus complexe. Le métal n'a l'air fini que d'apparence, car il doit encore subir l'étape cruciale du laminage à froid. Ce processus technique permet d'obtenir une maîtrise absolue de l'épaisseur finale, tout en créant une surface plus lisse et parfaitement uniforme. On peut remarquer comment les bobines se forment à la sortie de la ligne, pesant chacune de quelques tonnes à plusieurs dizaines de tonnes courtes. Ces rouleaux de haute qualité technique sont désormais prêts à être expédiés vers l'usine de fabrication de fûts en acier. La matière quitte la zone de production, passant à un stade apaisé. 60 tonnes de poids, telle est la masse que peuvent supporter les berceaux de l'unité de déroulage dès l'entrée de la ligne de production. La bobine d'acier est déposée avec précision sur une machine dédiée au dévidage, dont le mandrin expansible s'insère au centre du rouleau. Ce système libère progressivement le métal tout en redressant sa courbure naturelle, aplanissant la surface par un passage entre des rouleaux de tension qui alimentent le convoyeur de manière ininterrompue. Mais ce n'est que le début. Pourquoi la planéité de la bande est-elle un paramètre aussi crucial avant d'atteindre la station de découpe? On pourrait imaginer que la force de la presse suffit à corriger les ondulations du métal. Pourtant, une feuille qui ne reposerait pas parfaitement à plat lors de l'impact de la lame introduirait des erreurs géométriques invisibles à l'œil nu, rendant l'assemblage ultérieur impossible. La bande d'acier désormais lisse progresse vers les cisailles industrielles, où une lame à haute résistance s'abat verticalement avec une force de plusieurs dizaines de tonnes. On voit comment l'acier est sectionné en feuilles individuelles selon des dimensions programmées dans l'unité de contrôle au millimètre près. La suite devient plus complexe. Une précision absolue à cette étape est vitale pour la viabilité du produit fini. Les bords coupés doivent présenter une rectitude parfaite et une absence totale de bavures métalliques sur toute la longueur de la section. On peut remarquer que ces deux arêtes tranchantes constitueront plus tard la couture longitudinale du corps du fût. Tout se complique encore. Il semble facile d'ignorer une légère irrégularité le long de la coupe, mais en réalité, le moindre défaut compromet l'intégrité de la soudure à venir. Une découpe imparfaite réduit la capacité du baril à rester hermétique et à contenir ses fluides en toute sécurité sous haute pression. L'équipement sépare les segments conformes qui sont ensuite transférés vers la machine à rouler. Le système de cintrage utilise des trains de rouleau tournant en sens opposé, exerçant une compression et une traction simultanées sur l'acier. Sous cette action mécanique continue et calculée, la feuille plane s'incurve graduellement vers l'intérieur. On voit comment les bords se rapprochent, jusqu'à ce que la tôle adopte la forme cylindrique creuse caractéristique. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. L'opération de roulage doit maintenir une uniformité rigoureuse sur toute la surface pour garantir que le corps reste parfaitement rond. Cela prévient toute distorsion structurelle et assure que le fût sera mécaniquement capable de supporter les contraintes physiques lors de son utilisation réelle dans l'industrie. La caméra glisse le long de la structure pour observer la jonction des deux bords. C'est par un système de soudage par résistance automatisée que le corps prend sa forme définitive, créant une couture continue. Ce joint assure à la fois une étanchéité totale et une flexibilité suffisante pour résister au choc, avant que la zone de soudure ne soit meulée pour devenir lisse. Le rebord est ensuite profilé avec une force hydraulique pour préparer l'ajustement des étapes d'assemblage suivantes. Le cylindre métallique quitte maintenant cette unité pour se diriger vers les tests de conformité.
le flux de production s'écoule calmement vers la phase finale de traitement. 60 tonnes de pression hydraulique s'exercent précisément sur la paroi du fût lorsque le corps cylindrique, déjà intégralement soudé et rendu parfaitement étanche, pénètre dans la station de profilage des nervures. Pourquoi la précision de ce formage est-elle si déterminante pour la structure finale? On pourrait imaginer que la résistance provient uniquement de l'épaisseur de l'acier utilisé. Mais sans ces reliefs annulaires, la paroi métallique s'affaisserait sous le poids des empilements ou lors des variations de pression interne. La section centrale du tambour s'engage entre des séries de rouleaux de formage spécialisés qui sont disposés tout autour de sa circonférence. Ces outils mécaniques exercent une force de compression contrôlée de l'extérieur vers l'intérieur, forçant le métal à se déformer selon une trajectoire rigoureusement régulée. On voit comment l'acier se soulève progressivement pour créer des nervures de renfort saillantes qui saignent le corps de manière parfaitement circulaire et régulière. Mais ce n'est que le début. Chaque positionnement et chaque intervalle séparant ces anneaux métalliques font l'objet d'un calcul technique préalable extrêmement rigoureux. L'objectif est de garantir une répartition uniforme des contraintes physiques lorsque le fût est soumis à des chocs externes ou à des charges de gerbage massives dans les zones de stockage. L'équipement maintient le tambour dans une position de stabilité absolue pendant cette phase pour s'assurer que chaque relief conserve une profondeur identique sur la totalité du périmètre. La suite devient plus complexe. Le fût poursuit sa progression linéaire pour s'engager dans un système de laminage par ondulation. Ce dispositif génère des nervures continues en forme de vague sur toute la longueur de la paroi en acier, augmentant de manière significative la rigidité structurelle globale de l'ensemble. On peut remarquer comment les cylindres marquent la surface, réduisant ainsi drastiquement les risques de déformation ou d'enfoncement lors des impacts inévitables durant le transport ou quand les fûts sont empilés sur plusieurs niveaux dans les entrepôts. Tout se complique encore. La présence de ces structures en relief n'a l'air évidente que pour renforcer la solidité, mais en réalité, elles offrent des avantages ergonomiques et opérationnels majeurs lors de la manipulation quotidienne. Ces anneaux saillants permettent au fût de rouler avec une plus grande fluidité sur les surfaces planes des usines, tout en améliorant considérablement l'adhérence pour les mains des opérateurs ou les mâchoires des équipements de levage mécanique. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Le contrôle de la trajectoire du fût devient plus aisé pour le personnel grâce à ces points d'appui qui servent de guide naturel lors des déplacements manuels. Parce que la formation de ces nervures influence directement la durabilité, la sécurité et la capacité d'utilisation à long terme du produit, cette étape technique est systématiquement considérée comme l'une des phases les plus critiques de toute la ligne de fabrication. Le métal ainsi transformé quitte la station de profilage avec une résistance mécanique décuplée. Le flux de production continue son chemin vers les étapes de finition sans la moindre hâte. Deux pièces métalliques distinctes, c'est ce que deviennent les feuilles d'acier plat lorsqu'elles entrent dans la ligne de fabrication des couvercles et des fonds de fût. Pourquoi ces éléments plats nécessitent-ils une force de pression aussi colossale? On pourrait supposer qu'une simple découpe suffirait à fermer le cylindre du fût. Mais sans un emboutissage profond et rigoureusement contrôlé, la structure ne posséderait aucune résistance face aux pressions internes et externes exercées lors du transport. L'équipement sépare progressivement les disques d'acier de la feuille mère grâce à des presses à découper industrielles de haute puissance. Les feuilles sont fermement maintenues par des dispositifs de serrage entre un poinçon supérieur mobile et une matrice de formage inférieure fixe. Au moment où la presse s'active, le poinçon libère une énergie mécanique massive sur un intervalle de temps extrêmement court, de l'ordre de quelques millisecondes. Cette action force l'acier à épouser la forme exacte de la matrice, créant ainsi le profil spécifique du couvercle ou du fond du tambour. Mais ce n'est que le début. On voit comment chaque cycle d'emboutissage ne dure que quelques secondes seulement, tandis que les pistons hydrauliques s'élèvent et redescendent avec un sifflement régulier. La force de pressage et la trajectoire du poinçon doivent être régulées avec une précision absolue pour éviter que le métal ne se fissure ou ne subisse des déformations plastiques indésirables. Une fois cette forme primaire obtenue, les composants ne sont pas encore considérés comme des produits finis. La suite devient plus complexe. Les bords extérieurs des disques sont dirigés vers une station de bordage spécialisée.
Ici, des galets de laminage en acier trempé exercent une pression radiale pour courber et enrouler la bordure métallique selon un profil géométrique prédéfini. On peut remarquer comment le rebord se replie sur lui-même en une boucle régulière et lisse. Cette opération augmente considérablement la rigidité structurelle de la pièce, tout en préparant la surface de contact indispensable pour l'étanchéité lors de l'assemblage ultérieur avec le corps du fût. Tout se complique encore lors de la vérification des courbures. Un bord roulé de manière irrégulière ou une inclinaison insuffisante du métal compromettrait directement les performances d'étanchéité du fût une fois rempli. Le processus ne fait que prendre de la vitesse pour les couvercles supérieurs destinés au modèle avec ouverture. Ces pièces spécifiques subissent un usinage de précision complémentaire où des orifices de remplissage sont découpés ou percés à des coordonnées géométriques extrêmement strictes. L'équipement installe ensuite des collerettes en acier fileté sur ces ouvertures pour permettre un scellage hermétique. Ces systèmes de filetage doivent garantir un ajustement parfait, capable de bloquer toute fuite de liquide, tout en supportant des cycles répétés d'ouverture et de fermeture, sans dégrader la structure environnante du couvercle. On voit comment les bras mécaniques insèrent et fixent ces composants avec une force constante. Cela ne s'arrête pas à cette étape. Cette séquence continue d'opérations coordonnées assure au fond et au couvercle une précision dimensionnelle élevée et une épaisseur de parois constante sur toute la surface. Chaque élément est conçu pour supporter des impacts, des compressions verticales et des charges lourdes dans des environnements industriels difficiles. Le métal se dépose en piles uniformes à la sortie de la presse, prêt pour l'intégration finale. Le processus achève cette phase, ouvrant la voie au formage final du contenant complet. L'acier atteint l'état de préparation requis pour assurer la longévité du fût. De là, la transformation se dirige vers la phase suivante de traitement sans hâte. 20 bus de pulvérisation industrielle projettent des solutions spécialisées avec une pression constante sur la paroi du fût en acier. Pourquoi ce nettoyage intensif est-il indispensable avant l'assemblage final ? On pourrait penser qu'un simple brossage suffirait pour préparer la surface métallique. Mais en réalité, le système de lavage doit éliminer totalement les huiles résiduelles des usinages précédents ainsi que les poussières métalliques invisibles pour garantir l'adhérence des traitements ultérieurs. Mais ce n'est que le début. Le corps cylindrique, le couvercle et le fond sont acheminés depuis des zones de fabrication distinctes vers une ligne de production unique. On peut remarquer comment les composants convergent avec une synchronisation millimétrée grâce à des convoyeurs automatisés. La suite devient plus complexe. Des robots industriels de haute précision ou des opérateurs spécialisés positionnent le couvercle sur l'extrémité ouverte de la structure cylindrique. L'équipement sépare progressivement chaque pièce pour assurer un alignement géométrique parfait. Une erreur de placement, même de quelques millimètres, compromettrait irrémédiablement les performances d'étanchéité lors des tests de pression. Tout se complique encore. Une machine à rouler les rebords reçoit l'ensemble une fois que les éléments sont correctement emboîtés. On voit comment des rouleaux d'acier massif appliquent une force considérable pour compresser et aplatir les bords qui avaient été pré-roulés lors des étapes initiales. Ce processus mécanique forme des crêtes de scellement hermétique, appelées joncs de sertissage, qui font le tour complet des rebords supérieurs et inférieurs. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Ces joncs verrouillent mécaniquement le fond et le couvercle au corps du fût pour créer une structure monobloc. La capacité du contenant à supporter une pression interne élevée et à prévenir toute fuite de liquides industriels dépend directement de la régularité de ce sertissage. La caméra glisse le long des mâchoires de la machine qui assurent une déformation uniforme du métal sur 360 degrés. Cela ne s'arrête pas à cette étape. Des réseaux de capteurs et des systèmes d'inspection automatisés surveillent l'intégralité de l'assemblage sans la moindre interruption. Ils mesurent en temps réel la rondeur du fût, l'alignement géométrique des composants et l'absence de déformation sur les bords extérieurs. Chaque paramètre critique est comparé aux standards industriels les plus stricts pour valider l'intégrité du scellage. L'équipement garantit ainsi que chaque unité quittant la ligne de production offre une sécurité opérationnelle totale dans des conditions d'utilisation réelles. Les données de précision sont enregistrées pour chaque pièce afin d'assurer une traçabilité complète de la fabrication.
le flux de production s'achève sur ce contrôle rigoureux, permettant au produit fini de passer à la phase de conditionnement. 60 mm, c'est le diamètre approximatif de l'ouverture qu'un bouchon de protection temporaire vient sceller avec une précision rigoureuse avant l'étape de mise en peinture. Pourquoi installer un tel dispositif de fermeture sur un tambour qui n'est pas encore terminé? On pourrait penser que le flux d'air de l'usine suffit à maintenir la propreté. Mais en réalité, la moindre particule de poussière, trace d'humidité ou corps étrangers s'infiltrant à l'intérieur compromettrait l'intégrité du futur contenu. Le tambour en acier glisse sur le convoyeur pour pénétrer dans une installation de peinture entièrement automatisée. On voit comment des buses de pulvérisation multiples s'activent dans un balai synchronisé, projetant un revêtement uniforme sur toute la surface externe du corps métallique. Mais ce n'est que le début. Cette couche de peinture remplit une fonction bien plus technique qu'une simple exigence visuelle. Elle constitue une barrière de protection supplémentaire, isolant l'acier contre les phénomènes de corrosion, les taux d'humidité élevés et les conditions environnementales agressives subies lors du transport ou du stockage prolongé. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. L'équipement déplace ensuite lentement le fût vers un four de polymérisation à haute température. Ici, la chaleur intense et la durée d'exposition sont maintenues sous un contrôle électronique total pour garantir la fixation moléculaire du revêtement. Passage au niveau suivant. On peut remarquer comment le bouchon de protection temporaire est retiré dès que le cycle de durcissement est achevé. Cette action physique marque la fin officielle de la phase de peinture et libère l'accès pour l'inspection finale de qualité. Tout se complique encore lors de la validation. Les tambours en acier ayant reçu l'approbation technique sont transférés vers la zone de stockage des produits finis. L'équipement les dispose avec soin sur des palettes en respectant des quantités spécifiques afin de garantir une stabilité parfaite durant les manipulations mécaniques. La suite devient plus complexe avec la préparation à l'expédition. Selon les impératifs logistiques, les palettes sont soit enveloppées sous un film protecteur, soit solidement maintenues par des sangles de cerclage pour interdire tout mouvement parasite durant le transit. On voit comment les chariots élévateurs chargent ces unités sur des camions ou dans des conteneurs dès que les ordres d'expédition sont validés. Les fûts quittent l'enceinte de l'usine pour s'intégrer au réseau logistique mondial. Des entrepôts de distribution jusqu'aux ports maritimes et aux grands carrefours logistiques, le parcours de chaque unité se poursuit de manière invisible. La fabrication industrielle atteint son terme, mais le cycle de vie opérationnel de chaque tambour commence à peine son voyage. C'est ainsi que s'achève l'une des étapes clés de la production de l'acier. Le processus passe doucement à la transformation finale. 100% de fiabilité. Telle est l'exigence absolue imposée aux fûts en acier, ces contenants qui constituent le maillon invisible de la logistique industrielle contemporaine. Pourquoi ces structures métalliques cylindriques sont-elles devenues l'épine dorsale du commerce mondial? On pourrait croire qu'un simple conteneur suffit pour le transport de marchandises, mais en réalité, la moindre défaillance structurelle lors du stockage de produits chimiques ou énergétiques entraînerait des conséquences catastrophiques. Ces fûts assurent une protection hermétique indispensable pour maintenir l'intégrité des chaînes d'approvisionnement globales. L'équipement de production façonne la matière selon un système de fabrication aux paramètres strictement contrôlés. On peut remarquer comment les feuilles d'acier sont découpées et courbées avec une précision millimétrée avant de passer à l'étape du soudage. La suite devient plus complexe. Les lignes de production automatisées surveillent en permanence la qualité des soudures, garantissant qu'aucune micro-fissure ne puisse compromettre l'étanchéité du fût sous la pression des matériaux transportés. Une réglementation rigoureuse régit le choix des alliages et l'épaisseur des parois afin de répondre aux normes de sécurité internationales les plus strictes. Mais ce n'est que le début. Chaque composant, des couvercles aux joints d'étanchéité, suit un protocole de vérification systématique pour éliminer toute marge d'erreur. On voit comment les bras articulés manipulent les fûts définis pour les soumettre à des tests de pression rigoureux. D'apparence facile, la forme d'un fût en acier cache une ingénierie de pointe conçue pour résister aux contraintes mécaniques extrêmes des longs trajets maritimes et terrestres. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. L'acier est traité pour résister à la corrosion interne et externe, assurant ainsi la sécurité des produits alimentaires et des substances dangereuses sur des milliers de kilomètres.
C'est cette infrastructure discrète qui permet aux industries mondiales de fonctionner sans aucune interruption. Les unités de stockage s'alignent dans les entrepôts, prêtes pour leur déploiement à travers le monde. Le métal quitte la ligne de production, passant à un stade apaisé. Le flux de fabrication achève cette phase, ouvrant la voie à l'utilisation logistique finale.